Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au programme aujourd'hui, comment en finir bien dans son job, comment en finir avec l'épuisement professionnel. On en parle avec Amandine Ruas, elle est coach professionnelle, fondatrice de Be Your Be Self. Elle est notre invitée dans quelques instants. Smart Philo avec Jean Mathis, vous le connaissez, et il est philosophe, il disrupte la pensée disruptive. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. Le philosophe dans Smart Philo. Puis dans le cercle RH, notre débat à l'occasion de cette élection présidentielle, l'Institut de l'entreprise fait 15 propositions très détaillées. On va bien sûr les détailler avec nos invités. Et si l'entreprise changeait le monde, on fera le point dans quelques instants dans le cercle RH. Et dans Fenêtre sur l'emploi, une autre manière de parler de l'inclusion avec Tous en scène. Et nous accueillerons Christian Grappin, son fondateur. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Alors là, le thème est bien nommé puisqu'on parle de l'épuisement professionnel. Vous l'aurez compris, on sort à peine d'une crise Covid, on en est à peine sorti, que déjà les salariés sont en situation d'épuisement. Amandine Ruas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes coach professionnel certifié, fondatrice de Be Your Best Self. Je l'ai dit en 2 temps, c'est plus facile à dire pour moi. Vous étiez spécialisé dans l'accompagnement, la reconversion, l'épanouissement pro. J'ai l'impression que vous avez un tout petit peu réaiguillé vos axes d'intervention parce qu'en fait, vous vous retrouvez, si j'ai bien compris, avec aujourd'hui un public en situation de détresse, d'épuisement, c'est cela ? Oui. Alors, j'accompagne toujours les reconversions professionnelles, mais c'est vrai que la demande a beaucoup évolué, et notamment depuis la crise Covid, où beaucoup de personnes se sont retrouvées finalement à avoir beaucoup de mal à mettre des barrières entre la vie pro, la vie perso, et notamment avec le télétravail qui a beaucoup accéléré cette difficulté à trouver le juste équilibre. Il y a ça, et puis il y a aussi, même en dehors du télétravail, tout simplement le fait que la reprise, elle est un petit peu partie sur les chapeaux de roue dans plein d'entreprises qui ont voulu rattraper un peu le manque à gagner de la période confinement. Et on a beaucoup de salariés qui se trouvent épuisés avec un rythme qui joue complètement sur leur santé. Vous avez donc changé peut-être votre méthodologie, parce que comment ça se passe lorsqu'on accueille quelqu'un ? Alors soit elle vient vous voir ou il vient vous voir en direct, soit l'entreprise vous dit on a d'énormes besoins de collaborateurs épuisés. Comment ça marche ? Comment vous fonctionnez ? Il y a d'abord une période, j'imagine, d'écoute, il faut que la personne vous raconte, et puis ensuite il y a la partie d'accompagnement. Qu'est-ce qu'elles vous racontent, toutes ces personnes ? Oui, en effet, avant qu'on en vienne aux actions concrètes de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne à mieux rééquilibrer sa vie, à dire non, à mettre des limites, il y a évidemment un temps d'écoute qui est nécessaire, parce qu'il y a un temps de reconstruction en fait qui est nécessaire. Quand les personnes notamment sont sur le bord du burn-out ou ont connu le burn-out, elles ont d'abord besoin d'exprimer leur souffrance, que leur souffrance soit accueillie par une oreille attentive, mais aussi qu'on les aide à accepter leur souffrance professionnelle. Parce que j'ai beaucoup de personnes finalement qui culpabilisent d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Oui, c'est ça. Les gens méticuleux disent en fait je ne suis pas capable de répondre à la demande de ma hiérarchie. Donc on se sent coupable au départ, j'imagine. Tout à fait. En fait, très souvent, les personnes sujettes au burn-out, c'est des personnes très perfectionnistes ou ce qu'on appelle des people pleasers, c'est-à-dire des personnes qui veulent bien faire, qui veulent plaire à leur manager, à leurs collègues, ou alors qui ont une identité professionnelle très marquée et donc qui indexent un petit peu leur identité sur leur travail. Et du coup, elles se mettent parfois elles-mêmes, il faut le dire, cette pression. Alors évidemment, il y a la charge de travail, mais il y a aussi la capacité à la mettre à distance. Et pour ces personnes-là, bah oui, très vite, on se retrouve coupable, en fait, de ne pas avoir réussi à tenir le coup. Oui, il y a une sorte de culpabilisation, puis j'imagine qu'il y a aussi le rapport au manager, parce que comme tout s'est accéléré, qu'il y a eu une sorte d'angoisse des entreprises, elles ressentent aussi, ou ils ressentent, c'est quoi la proportion d'ailleurs des personnes ? C'est plus des femmes, c'est plus des hommes ? Alors, c'est intéressant, c'est plus des femmes qui viennent me voir en coaching. Je dirais que c'est 80% de femmes. Grande majorité, donc. Mais je ne pense pas que ce soit lié au fait qu'il y ait plus de femmes qui soient en souffrance professionnelle. Je pense que les femmes ont plus de facilité peut-être à aller demander de l'aide par rapport à ça.
Je pense que c'est plus difficile pour un homme. On va parler de votre accompagnement, mais ça se manifeste comment? Alors, on a compris que c'était des gens qui frôlaient le burn-out, mais d'un point de vue concret, lorsqu'elles tirent la sonnette d'alarme et qu'elles poussent votre porte, elles ont eu quoi comme symptômes? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie personnelle et professionnelle pour qu'elles se disent, là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille voir un coach? Ouais. On a à la fois des symptômes qui sont physiques, des symptômes qui sont émotionnels, des symptômes qui sont comportementaux. D'un point de vue physique, typiquement, on a le sentiment d'épuisement permanent, mais avec en plus de ça des difficultés à dormir très souvent, des insomnies ou des réveils au milieu de la nuit ou des difficultés à s'endormir le soir parce qu'en fait le cerveau cogite trop. Donc on a à la fois fatigue et en même temps difficulté à dormir. Ça c'est sur le plan physique. Après sur le plan émotionnel, on a très souvent une vraie irritabilité. Les personnes qui ont l'impression d'être à fleur de peau, soit qui vont se mettre en colère très vite, soit qui vont même parfois se mettre à pleurer au travail, ça arrive très souvent. Et des fois, c'est là d'ailleurs où les personnes disent « je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas moi ». Dans la crise de larmes, on se dit là, il y a un souci. Exactement. Et ça ne me ressemble pas parce que je ne suis pas comme ça d'habitude. Exactement. Je ne me ressemble pas et donc ça m'inquiète. Et puis après, d'un point de vue comportemental, on peut aussi avoir une tendance parfois à s'isoler, à moins sortir, à laisser sa vie personnelle de côté, parce qu'en fait, on est tellement fatigué que on n'a plus d'énergie pour faire les choses qui nous font du bien et qui, justement, nous aideraient à sortir de l'épuisement professionnel. Mais il vous faut combien de temps, vous, Amandine, lorsque vous avez un patient, vous n'êtes pas psychologue, mais on peut considérer finalement ces gens aussi comme des patients ou des participants, combien de temps il vous faut, entre guillemets, pour les remettre sur les rails? C'est variable pour chaque personne, j'imagine? Oui, c'est une vraie question parce que très souvent, pour les gens, ça ne va pas assez vite. Il y a cette impression de se dire, OK, j'ai juste eu un coup de fatigue, maintenant, et ça repart. Voilà, je prends 2 semaines et puis ça repart. Et vous leur dites, non. Quand on a épuisé profondément dans ses réserves, quand on s'est épuisé physiquement et émotionnellement, en fait, le temps de reconstruction est beaucoup plus long. Donc ça veut dire que vous leur conseillez quoi? Le temps d'un arrêt maladie? Parce que parfois, il faut aussi s'arrêter, il faut aussi prendre le temps de souffler, j'imagine, non? Alors, soit ça passe par un arrêt maladie quand l'épuisement est beaucoup trop avancé et qu'en fait, on ne peut passer que par ça pour reconstituer ses ressources. Soit ça passe par véritablement être capable de faire un virage à 180 degrés dans son approche du travail et de dire « Ok, je partais à 20h, non, là, je suis en phase d'épuisement. Il faut que j'accepte que pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce sera 17 heures. » Enfin, il faut que j'accepte, il faut que les managers acceptent aussi. Parce que les managers, parlons-en tout de suite, se sont habitués au profil d'un collaborateur qui part à 19h30, 20h, 21h. Globalement, c'était rentré dans les mœurs. C'est tout d'un coup, quand la personne dit « je suis à bout et je ne peux plus », c'est là où ça bloque, non? Oui, très souvent, en plus, quand le collaborateur est performant, le management est mal habitué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est la norme, que ces 12 heures de travail non-stop, que ces journées sans pause, elles sont normales et que la personne, elle est censée pouvoir les encaisser. Donc c'est oui, à la fois que le management l'accepte, mais aussi que la personne accepte face à un management parfois difficile de s'affirmer. De dire non, de mettre des limites. Et est-ce que vous allez jusqu'à, Amandine, une fois que vous avez commencé à cheminer, c'est quoi? C'est 2 mois, 3 mois? C'est quoi votre durée Oui, ça peut aller entre... Le minimum sur un épuisement professionnel, c'est 3 mois. On ne va pas se mentir, il y a vraiment un temps de reconstruction qui nécessite un accompagnement... hebdomadaire sur 3 mois? Ouais. Hebdomadaire? Toutes les 2 semaines en général. Toutes les 2 semaines, d'accord. Toutes les 2 semaines. Ça permet à la personne d'avoir le temps de digérer un petit peu ce qu'on fait en séance, même si je reste joignable entre les séances pour qu'on puisse échanger et que la personne a, entre guillemets, des pistes d'exploration, des pistes de réflexion que je lui donne entre les séances. Mettre en pratique, évidemment, les séances de coaching. Exactement. Et est-ce que vous allez même jusqu'à, entre guillemets, parce que j'imagine que certaines personnes, se mettant à nu, se disent, mais finalement, je suis arrivé au bout de ma route professionnelle, c'est plus ça que je veux faire. Le Covid a révélé ce type de situation où on se dit, est-ce que vous les aidez ou comment ça se passe, ça, quand vous êtes à ce moment-là de l'échange? Oui. Alors, en fait, déjà, si la personne est encore en phase d'épuisement, jamais je lui dirais à ce moment-là, OK, on construit la suite. C'est pas le moment, il faut d'abord reconstituer ses ressources. Bien sûr. Et réapprendre à trouver son équilibre et sa confiance en soi, parce que la confiance en soi aussi est impactée. Mais par contre, en effet, une fois que la personne a fait ce chemin-là, si elle se rend compte qu'elle ne souhaite pas revenir dans son environnement professionnel, et c'est souvent le cas parce que parfois c'est presque traumatique en fait, bien sûr. Revenir dans cet environnement, c'est la replonger dans ses angoisses. Exactement. Et dans ces cas-là, bien sûr, on peut ajouter le volet accompagnement au changement professionnel. J'ai vu que vous aviez aussi une formation à la PNL, la
programmation neuro-linguistique. Est-ce que dans ce cas de figure précis d'épuisement, c'est utile ou pas? Tout à fait. La PNL, c'est vraiment un outil qui est très précieux. C'est un outil qui est peut-être moins cartésien que les outils de coaching. C'est un outil, on utilise beaucoup le langage, les mots. La formulation, la tournure de phrase. La suggestion par les mots. Parfois aussi la visualisation pour aider la personne à s'immerger dans l'émotion qu'elle veut ressentir. Et par ce biais-là, on va amener la personne à se délester de croyances qui lui posent problème, de peur, d'anxiété, d'angoisse. Et donc, bien évidemment que dans des accompagnements comme cela, c'est extrêmement précieux parce que ça permet de travailler avec une partie plus émotionnelle et inconsciente. Et ça permet peut-être aussi de les aider à trouver la bonne formule face à un manager, parce que parfois on a du bafouillement, on a des hésitations, on n'ose pas dire au manager qu'on est fatigué. J'imagine que dans la formulation, la PNL aide aussi beaucoup. Oui, alors pour la formulation, c'est davantage la communication non violente que je vais mobiliser, à laquelle aussi je suis formée, qui permet justement de pouvoir exprimer son émotion, son besoin et une demande claire par rapport à son besoin, avec fermeté, assertivité, mais sans agresser l'autre. Souvent, l'émotion provoque la tension ou l'agressivité. On le dit parfois mal. Exactement, et puis des fois, c'est l'autre qui n'est pas prêt à entendre aussi ce qu'on est capable de dire. Et donc, c'est violent, et donc on recommence, et là, c'est là où arrive le conflit. Exactement. Donc, c'est vraiment trouver le juste mot pour être dans la co-construction et dire, voilà, ce que je te dis, le besoin que j'exprime, c'est pas pour t'embêter, c'est pas que je veux plus travailler, c'est que je suis en souffrance. Et donc, pour vous, entreprise comme pour moi, il y a un terrain d'entente à trouver qui a un rééquilibrage. Donc nécessaire quand vous vous trouvez en situation d'extrême tension, jusqu'aux crises de larmes, puisqu'on l'évoquait. Là, ce sont des indicateurs où il faut ne pas hésiter à pousser la porte d'un coach ou d'une coach. Merci Amandine Ruas d'être venue nous rendre visite. Vous êtes coach professionnelle et fondatrice de Be Your Best Self. Je l'ai bien dit. Parfaitement. J'ai été parfait sur le titre. Merci et à très très bientôt et bon courage. Smart Philo, restez avec moi une seconde. Smart Philo, c'est notre rubrique. On va recevoir notre invité. La disruption sur la disruption. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va tout vous expliquer. Smart Philo, on parle aujourd'hui de la disruption. Alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais là c'est disrupter l'esprit critique. Ça c'est de la philo, on est en plein dedans et on en parle avec Jean Maty, qui est philosophe et consultant associé chez Noetic Biz et qui nous a promis de venir physiquement la prochaine fois. Et je sais qu'il tiendra promesse. Jean, comment allez-vous? Ça va bien vous me manquer, Arnaud. Mais bien sûr, mais bien sûr, et réciproquement, vous nous manquez. Alors Jean, j'ai fait un peu d'humour sur la disruption de la disruption, mais vous évoquez ce lien, vous, entre la philosophie et le monde des affaires, justement en nous parlant d'esprit critique. C'est bien cela? C'est exactement ça. En fait, le philosophe que je suis ne peut que s'émerveiller, voire s'étonner ou s'inquiéter de voir que l'esprit critique a si bonne presse, en fait. Et ça démarre en 2018 au Forum économique mondial, où on dit que parmi les soft compétences, la troisième compétence clé, ce sera l'esprit critique. Donc le philosophe que je suis se demande, avant de s'étonner et avant de dire c'est formidable l'esprit critique, il se dit pourquoi est-ce que finalement on parle d'esprit critique? C'est quoi? C'est un effet de mode? C'est un effet de com'? Comment vous l'analysez? Alors en fait, il y a au moins 2 grandes raisons, voire 3 grandes raisons pour lesquelles on parle d'esprit critique. Première raison, en fait, il faudrait avoir de l'esprit critique pour être disruptif, Arnaud. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut être disruptif sans savoir exactement de quoi on parle. Alors comme d'habitude, le philosophe, il se dit de quoi on parle quand on parle de la disruption. Ce petit mot de rien du tout a une histoire absolument fascinante. Cette histoire commence en 1993 avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Dru et qui conceptualise une stratégie de positionnement économique appelée disruptif. La disruption, c'est le fait d'avoir une telle position sur un marché donné qu'on en redéfinit complètement les règles du jeu. Les règles du jeu économique, les règles du jeu juridique, j'allais dire, et même voire social. Donc en fait, être disruptif, c'est court-circuiter nos manières de faire du business au point de non plus avoir de la concurrence, mais justement détruire la concurrence. Et en fait, au libéral modéré que je suis, ma foi, dans mes petites oreilles, eh bien, ça me fait un peu mal. L'idée qu'il faudrait avoir de l'esprit critique pour être disruptif, parce que à force de vouloir tout court-circuiter, on peut aller jusqu'à court-circuiter les gens, quoi. Mais c'est une vision transhumaniste, libertarienne, puisque vous évoquiez l'esprit libéral, puisqu'on est en philo et dans les théories philosophiques. Libertarien, transhumaniste, ça renvoie à disruptif. C'est un peu ça l'idée. C'est carrément ça. En fait, ce petit mot de rien du tout vient d'une idéologie exactement, vous avez raison, transhumaniste, qui voudrait qu'en fait, il faudrait se passer, pour faire très simple, se passer d'État
de l'État, je voulais dire, hein, de l'État lui-même, pour enfin arriver à une condition humaine abordable, très satisfaisante, où on a détruit la mort, on s'est passé carrément même de la mort. En fait, c'est ça l'idéologie de la disruption. Et moi, je préfère un petit mot beaucoup plus simple et qui est idéologiquement beaucoup moins chargé, en tout cas plus chargé positivement, qui est l'innovation, Arnaud. En fait, il faudrait mettre l'esprit critique au service de l'innovation. C'est ça qui m'intéresse. Justement, vous répondez à la question, mais finalement, on le met au service de quoi, cet esprit critique? Parce que vous dites, finalement, c'est pas tout à fait pareil. Esprit critique et disruption, c'est pas tout à fait pareil, en tout cas, selon vous. Mais in fine, on le met au service de quoi, l'esprit critique? Parce que ça peut être très agaçant, quelqu'un qui a l'esprit critique. Très juste. En fait, il faut passer de l'esprit de critique à l'esprit critique. L'esprit de critique, c'est un petit peu trop nous, parfois, les Français, on se plaint beaucoup, mais l'esprit critique est constructif. En fait, l'esprit critique, il crée quoi? Il crée de l'individuation sociale. C'est encore un mot un peu compliqué de philosophe, c'est l'individuation. C'est très simple au fond. Ça veut dire qu'on doit créer de l'esprit critique, on doit mettre l'esprit critique au service de l'invention, de savoir, de savoir-être et de savoir-faire, tout simplement, j'allais dire. Et en fait, très concrètement, dans le business, eh bien, ça nous parle du dirigeant. Le dirigeant, il doit faire quoi? Il doit prendre soin de sa manière de penser pour se désautomatiser et non pas se court-circuiter. Il doit se désautomatiser pour prendre soin de ses manières de raisonner pour prendre de meilleures décisions in fine. C'est ça qui intéresse nos dirigeants, je pense. Mais concrètement, cet esprit critique que vous développez, c'est l'esprit critique de l'esprit critique, parce que pour aller un tout petit... C'est ça que vous fabriquez finalement. Vous faites exploser la disruption, quoi. Exactement. L'idée, c'est d'allier les sciences cognitives avec la philosophie, parce que les sciences cognitives, elles nous disent un truc que disent les philosophes dans un autre langage depuis des années. Elles disent quoi? Elles disent que quand on prend soin de nos manières de raisonner, finalement, on prend soin de nos biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est quoi? C'est les manières par lesquelles on passe nos petites méthodes de pensée intérieure pour justement décider, prendre des décisions, quoi. Et en fait, c'est ça qu'il s'agit d'inspecter de très près. Parce que si je vais trop vite en tant que dirigeant, je risque de me laisser aller par mes propres biais. Je sais pas, moi, par exemple, le biais de confirmation, un biais très connu. Dans les sciences cognitives, on dit que le biais de confirmation, c'est d'aller dans les données qui me sont données, dans les informations qui me sont données, d'aller sélectionner ce qui se trouve de plus pertinent par rapport à ce que je crois déjà. Donc en fait, mettons que j'ai un concurrent qui lance une formation de philosophie sur l'esprit critique. En fait, la manière qu'il aura de communiquer fera que je croirai ou que je ne croirai pas en sa potentielle concurrence et sa pertinence. Et donc en fait, ce qu'il s'agit de faire, quand vous dites l'esprit critique de l'esprit critique, c'est qu'il s'agit d'aller inspecter nos biais cognitifs pour voir, quels sont les biais cognitifs qui me traversent le plus, comme le biais de confirmation par exemple, et deux, surtout, d'y associer des méthodes, des nouvelles heuristiques, des nouvelles pratiques philosophiques, des nouvelles petites techniques pour nous désautomatiser dans notre manière de raisonner. Et ça, on le fait avec des neurosciences pour être complet, quoi, j'allais dire. Oui, qui sont les outils, en fait, pour justifier, ou en tout cas pour apporter une confirmation, j'allais dire, scientifique aux mots que vous développez ici dans Smart Philo. Juste un mot avant de nous quitter, Jean. Il nous reste 1 minute 40. Finalement, dans le monde des affaires, on devrait tous faire de la philosophie dans le futur, en fait. Je pense qu'il faut être armé avec ces outils de philosophie pour entrer dans le monde des affaires. C'est ça que vous nous dites ? C'est exactement ça. En fait, on sera, qu'on le veuille ou non, demain, notre conviction à nous, les abeilles noétiques, mais aussi New Brain Consulting que j'embrasse parce que c'était les neuroscientifiques dont je vous parlais, quoi qu'il en soit, on est convaincu que la philo, c'est quoi? C'est deux petites choses en fait. C'est une aptitude et une attitude. Une attitude très, très simple au fond, c'est l'art d'être curieux au sujet du monde. Voilà. Le premier mot de la philosophie, ça veut dire, la philosophie en tant que mot, ça veut dire vouloir le savoir. Ce qui fait que le contraire de la philo, c'est faire le déni, ne pas vouloir le savoir. Être curieux, en fait, c'est ça, philosopher. Ça, c'est l'attitude de la curiosité qui sera très, très fondamentale demain, mais qui l'est déjà aujourd'hui. Et deuxièmement, ce sont des aptitudes, pas seulement des attitudes, mais des aptitudes, c'est-à-dire des techniques philosophiques. C'est pourquoi on est convaincus, nous, que la philosophie, c'est la méta-compétence du futur. C'est la compétence des soft skills. La philosophie par-dessus tout, au sommet de tout. La philosophie est au sommet, hein, ça, c'est dans la pyramide des savoirs, c'est la philosophie qui est tout en haut, on est d'accord ? Ah, c'est un peu mégalo, mais je pense très franchement qu'au moins elle est en dessous.
au moins elle est en dessous de chacune d'entre elles. C'est-à-dire qu'elle les rend possibles, elle les examine et elle fait de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'elle remet en question nos manières de penser. Voilà. La philosophie participative, selon Jean Maty. Merci Jean d'être venu nous rendre visite avec vos collaborateurs derrière qui sont en train de philosopher devant leurs écrans. Philosophe consultant associé chez Noétique Bis. C'est un vrai plaisir. Et la prochaine fois, c'est physiquement. On se voit physiquement. Vous me le promettez ? Promis, Arnaud, promis. Juré craché, comme dirait l'autre. Merci Jean. On fait une courte pause et on va s'intéresser. Alors, campagne présidentielle oblige. D'ailleurs, on a fait de la philo. La philo et la philosophie politique, c'est pas très éloigné. On va s'intéresser aux propositions de l'Institut de l'entreprise. 15 propositions extrêmement détaillées avec une méthodologie des entreprises, mais aussi des citoyens qui ont bâti, vous allez le voir et on va le découvrir, un véritable programme, un programme présidentiel. Et si l'entreprise changeait le monde, on en parle avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, c'est l'élection présidentielle et eh bien les candidats, vous l'avez peut-être vu, sont souvent doivent passer des grands orales devant un certain nombre d'organisations, alors patronales, de sportifs, chacun doit présenter, et c'était le cas il y a quelques jours où les candidats à l'élection présidentielle eh bien, se sont présentés devant les organisations patronales et sont venus eh bien, défendre leur point de vue, leur vision de l'entreprise. Et si l'entreprise prenait le pouvoir, parce qu'elle a pris une place considérable, l'entreprise, depuis cette crise Covid. Elle a accueilli des collaborateurs, elle s'est organisée, elle a été agile et on en parle avec mes invités. Paul Alibert, merci d'être avec nous, directeur général de l'Institut de l'entreprise. Alors, je ne vais pas donner la liste, mais le président, directeur général de Veolia et le président de l'Institut de l'entreprise, puis il y a toute une série de personnalités qui font vivre l'Institut de l'entreprise avec des publications, avec des colloques, avec des tables rondes. Et vous étiez l'un des 3 acteurs de ce grand oral des candidats à l'élection présidentielle. C'était à la station F, c'est bien cela ? C'est ça exactement. Bonjour d'abord. Et puis, effectivement, hier matin, nous avons eu tous les candidats déclarés. Avec la poignée de main, Éric Zemmour, Marine Le Pen, c'est bien ça, devant le pupitre. Alors écoutez, c'est pas le sujet, mais les candidats se croisent. Se sont salués. Ils ont leurs enjeux. Nous, on avait des enjeux qui concernent en fait l'économie et l'entreprise. Et ces enjeux-là, on les avait présentés en amont aux candidats à travers ces propositions que l'Institut de l'entreprise a faites. Les autres organisations qui étaient co-organisatrices avec nous, le MEDEF et puis la Chambre de commerce de France, tout à fait, avaient également proposé certaines choses. Nous, on a porté 4 thèmes. L'employabilité, également le partage de la valeur produite par l'entreprise, la valeur économique. Participation, intéressement, comment... Exactement. Exact. On avait également la question des nouvelles organisations et la qualité du travail, la qualité de la vie au travail dans ce cadre-là. Et puis, enfin, la transition énergétique et climatique. Tout ça, ce sont des thèmes qui préoccupent les Français. Et ils sont repartis avec, sous le bras, en tout cas leurs collaborateurs, les 15 propositions de l'Institut de l'entreprise. On va les détailler parce que certaines sont assez disruptives pour faire écho à notre chronique philo et disent des choses assez claires, notamment sur la question de l'éducation nationale. J'aimerais qu'on en parle avec vous. Et puis, notre invité est là, Christophe Harrigan. Merci d'être avec nous. Vous gardez le masque parce que vous avez un voyage là, imminent aux États-Unis. Et ce voyage a beaucoup d'importance parce que vous êtes le directeur général du groupe La Mutuelle Générale, 3e groupe mutualiste, 1600 collaborateurs, et c'est le genre de voyage en fait qu'on n'a pas envie de rater pour un Covid attrapé dans un studio de télé. C'est la raison pour laquelle vous gardez le masque. Exactement. Merci d'être là. Vous étiez membre de la commission justement nouvelle organisation et qualité de vie au travail, justement une commission. Alors juste d'un mot, parce que vous participez à cette commission, l'Institut fait 15 propositions, je vous invite vraiment à les lire attentivement, mais qui étaient une forme participative. Les décideurs, vous, mais aussi les citoyens avaient leur mot à dire, on est d'accord ? On est d'accord. Comment s'est passée cette commission ? Racontez-nous un peu les coulisses d'élaboration de 15 propositions qui est, vous le dites, ce n'est pas un programme présidentiel, mais c'est un programme qui peut changer le monde. Alors, le groupe de travail s'est réuni à l'Institut de l'entreprise sous la présidence de Sébastien Bazin pour la commission à laquelle j'ai participé sur la nouvelle organisation du travail et la qualité de vie. Et en fait, un ensemble de dirigeants qui, en partageant leur expérience, leurs préoccupations, ont réussi à faire émerger des propositions qui faisaient consensus et qui faisaient sens pour l'ensemble des acteurs autour de la table. Donc on est vraiment sur une construction
qui est pratique, qui n'est pas intellectuelle, et une construction qui, on le pense, contribue à faire évoluer la société dans le sens d'une meilleure cohabitation, d'une meilleure participation entre les entreprises, les citoyens, les travailleurs, entre tout le monde. Ce que je trouve passionnant dans votre démarche, Paul Alibert, c'est que ça ressemble un peu au Conseil économique et social, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parties prenantes, mais à une différence près, et c'est là l'originalité, c'est que vous associez des décideurs, des chefs d'entreprise qui ne participent pas dans l'hémicycle du Conseil éco, et qui sont des gens qui ont leur mot à dire. L'idée, c'est quoi quand même? C'est que vous dites, avec la crise Covid, le travail effectué par tous ceux qui sont membres de l'Institut, qui sont des entreprises prestigieuses, Géodis, Dassault Systèmes, on a évoqué Accor, des gens qui pèsent et qui ont des choses à dire, vous vous êtes dit, on veut prendre notre place dans ce débat. On veut que l'entreprise ait son mot à dire. C'est bien de cela dont il est question. L'enjeu de l'Institut de l'entreprise, qui est la mission fondatrice, il y a déjà maintenant plus de 45 ans, c'est rapprocher les Français de l'entreprise. La conviction de départ, c'est que l'entreprise apporte un très grand nombre de réponses à des enjeux, des défis, et finalement qu'on ne peut pas construire l'avenir sans intégrer l'entreprise au cœur de ces problématiques. Elle n'a jamais été aussi présente et bien vue, l'entreprise. Dans les derniers sondages. C'est un virage. On a vu hier dans le débat avec les candidats qu'aujourd'hui, ils ne conçoivent plus leur politique sans intégrer l'entreprise. Alors, chacun a sa recette. Oui, mais l'entreprise, elle est là. Mais elle est là. Elle n'est pas à l'extérieur. Est-ce que vous le ressentez, vous, en tant que directeur général d'une institution, d'une mutuelle, est-ce que vous sentez que le regard porté par l'entreprise, et on va parler d'éducation nationale, a changé? Les jeunes, par exemple, aiment plus l'entreprise aujourd'hui dans les sondages qu'ils placent l'État au sommet de la pyramide. L'État est très bas, mais l'entreprise est très haute. L'entreprise, c'est une réponse à la vie active. Or, la vie active, c'est quand même l'essentiel de la vie d'un être humain. Oui. Donc, trouver sa place dans une entreprise, c'est trouver du sens à sa vie active. Et l'ensemble des entreprises sont là pour donner ce sens, pour donner aussi la valeur économique du travail. Et on voit bien avec la commission dans laquelle j'ai participé que la réponse n'est pas uniquement sur le salaire ou sur le poste, elle est aussi sur tout un environnement. Sur le sens. Qui crée de la valeur et qui crée du sens. Ça, c'est un débat que on va parler de votre accord, parce que quand on va aborder la question, alors vous ne l'appelez pas le télétravail chez vous, vous l'appelez l'open travail. L'open travail. C'est ça, l'open travail. Vous avez mis le mot télétravail à la poubelle. Exactement, on a mis le mot open parce que l'open, c'est souvent une compétition aussi, mais qui porte l'ensemble des acteurs vers le haut. Et puis travail, parce qu'on est tous là pour justement participer à un travail collectif, au sens, justement, qui porte les collaborateurs et l'entreprise. Avec un débat intéressant, c'est la place du travail et la place du lieu de travail, puisque cette question est posée. Exactement. Vos collaborateurs, c'est du service, vous disent, moi, 3 jours par semaine, je ne sais pas ce que vous avez signé comme accord, mais 3 jours par semaine, je peux aller dans un open space ou un lieu dédié. On allait beaucoup plus loin. Vous allez où? Jusqu'où? Moi, je permets à mon collaborateur, par exemple à un comptable qui est à Paris, d'aller travailler à Marseille. Voilà. Ok. 5 jours en... Exactement. En fait, tout l'enjeu du télétravail, et c'est pour ça qu'on a basculé sur l'open travail, c'est pas d'organiser le télétravail, c'est d'organiser les moments où on souhaite que les collaborateurs soient ensemble. En revanche, vous demandez à ce comptable qu'à des moments précis, il puisse revenir pour vivre et partager la vie de l'entreprise. On va organiser les moments collectifs pour permettre à la communication informelle de circuler, pour permettre justement la cohésion, au sentiment d'appartenance à l'entreprise de se développer. Mais c'est ça qu'il faut organiser. Après, le télétravail, c'est un choix de vie du salarié. Si le salarié qui réalise sa mission est aussi performant à Marseille qu'à Paris, pourquoi j'irais l'obliger à être à Paris? Enfin, et par ailleurs, Christophe, vous créez une marque employeur qui est assez dynamique, parce que quand on dit dans une entreprise comme la vôtre, au Mutuelle Générale, c'est pas mal parce qu'il y a du full télétravail, j'imagine que vous créez quand même, vous attirez des talents, non ou pas? Alors, c'était que pour le bien-être, ou vous vous êtes dit c'est aussi un outil de marque employeur? C'est devenu un outil de marque employeur. C'est ça. Aujourd'hui, 2 candidats sur 3 qui nous rejoignent et qui ont une proposition concurrente nous ont rejoints grâce à l'accord Open Travail. Donc on voit aujourd'hui dans l'attente des Français, dans l'attente des travailleurs, que l'équilibre vie privée, vie professionnelle devient de plus en plus déterminant dans leur choix de rejoindre une entreprise. Alors, je refais une boucle, je reviens à la proposition 1, parce que là, on est rentré dans le vif du sujet sur l'open travail, le télétravail, la place des salariés, de leur lieu de vie et de leur lieu où ils travaillent, qui sont parfois les mêmes. Proposition 1, je la trouve très intéressante parce que vous mettiez les pieds dans le plat immédiatement. Je le dis, vous dites il faut inscrire systématiquement dans le cursus de formation des enseignants des stages en entreprise pour rapprocher ces deux mondes qui se connaissent peu et permettre à chaque classe de collège et de lycée de recevoir régulièrement dans le cadre des heures dédiées à l'orientation un témoin du monde professionnel issu de l'entreprise, des professions libérales
d'une administration. Ça, c'est déterminant. Tant l'entreprise a pris une place décisive depuis quelques mois, pour ne pas dire des années, il reste toujours quand même ce fossé avec le monde enseignant. Et cette proposition, elle met les pieds dans le plat. On ne va pas assez loin sur ce sujet. C'est la proposition qui a été plébiscitée par les ateliers citoyens qu'on a réunis dans toutes les régions, après ces commissions. Parce qu'une fois que les chefs d'entreprise ont travaillé ensemble, nous, notre problématique, c'était de ne pas rester avec un travail en chambre. Et de se dire, oui, certes, les chefs d'entreprise ont la légitimité d'être ceux qui organisent. Les comités Théodule à Paris. Voilà. Mais là où ça va être utile, c'est si les Français se reconnaissent dans ces priorités. Qu'est-ce qu'ils ont à en dire ? Et de fait, ça nous a permis de faire évoluer certaines de ces priorités. Ça nous a aussi permis de comprendre lesquelles paraissaient les plus importantes, capables d'avoir l'impact immédiat sur la vie du pays et puis sur la vie de chacun. Et est sortie en haut de la liste quand même cette idée que quand on est dans le monde professionnel, on vient du monde scolaire et il faut qu'on fasse un retour au monde scolaire. Il faut que les gens dans le monde professionnel puissent intervenir plus facilement dans le milieu scolaire pour parler de leur parcours. Ce qui paraît évident. Hein. Comment on passe... Mais oui, dans certains pays, c'est la base. Par exemple, aux États-Unis, il y a le jour des parents où chacun, quelle que soit sa profession, vient exposer son travail. Et ça donne des inspirations, ça permet aussi de faire comprendre que, quel que soit le parcours qu'on adopte, eh ben, il y a une grande honorabilité dans la vie professionnelle, donc il n'y a pas d'espèce de Puis, par ailleurs, vous faites rentrer les parents dans l'école aussi. Intellectuelle. Vous faites rentrer aussi des parents qui ont tous des métiers différents dans l'école, ce qui fait que ce n'est plus un lieu clos, parce que le sentiment que beaucoup de parents, qui sont parfois des décideurs, des chefs d'entreprise, se disent finalement c'est un monde un peu à part. On est une sorte d'ambassade un peu clos, où il y a des enseignants qui regardent encore un peu en chien de faïence. Je dis un peu, pas tous, le monde de l'entreprise. Ça évolue. Il faut le dire, ça évolue beaucoup. Ouais, L'Institut de l'entreprise fait partie des organisations qui ont le plus de liens dans le monde de l'entreprise avec, et peut-être même celle qui a le plus de liens avec le monde enseignant. On a notamment un programme qui est un partenariat avec l'Éducation nationale et qui permet d'aider les enseignants à s'approprier des cours, des compléments de cours, des outils pédagogiques pour parler d'économie et d'entreprise. Enfin, vous dites ça évolue, mais enfin, si vous le sortez en proposition 1, c'est qu'il y a quand même un petit sujet à soulever quand même. Parce qu'il existe des choses. On est d'accord. Nous menons un certain nombre de travaux, mais ce sont des travaux à l'échelle d'un pilote ou bien d'une région. Et voilà. Et ce qu'on veut, c'est un déploiement national. Oui. Et donc, on a vu que cette proposition-là, elle est attendue par les familles, elle est attendue par les gens. Ils veulent que les témoins de l'entreprise, mais pas que de l'entreprise, ça peut être aussi les professions libérales, ça peut être le monde de l'assurance. Enfin, vous dites qu'il faut que les portes de l'éducation nationale, partout en France, ouvrent grand leurs portes et leurs bras à tout ce qui bouge autour. Parce que c'est ça, en fait, le sujet. Vous êtes d'accord ? Il faut arrêter de cloisonner et de fonctionner en silo. Parce que vous, excusez-moi, vous êtes l'Institut de l'entreprise, donc avec des chefs d'entreprise éminents. Vous les recrutez, vous avez des équipes RH. C'est un des chefs d'entreprise éminents de l'Institut. Non, mais je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais vous faites partie de cette liste. Vous êtes face à des gens ou des DRH qui vous disent, moi, on va arriver assez rapidement à l'employabilité, je n'ai pas les compétences. Les fautes d'orthographe, la qualité de l'enseignement, le fait que ces personnes n'ont pas les soft skills qui vont bien. Et vous vous dites forcément, puisque je reviens à la proposition 1, il y a eu quelque chose qui a bugué avant quand même. Non, forcément, quand on parle à un chef d'entreprise en off, il vous dit ça. Il dit j'accueille des gens qui n'ont pas le niveau. Déjà, il faut que on va passer 20 ans, voire un peu plus de notre vie à apprendre, sans connaître la moindre chose, à part une semaine, de ce qu'est l'entreprise, qui est quand même la deuxième partie de sa vie. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Et effectivement, quand on est en entreprise, tout l'enjeu, c'est de former, de compléter quelques points de fragilité sur le cursus des candidats. Et on peut observer certaines évolutions, vous les avez notées. Mais c'est important de se dire, pour une entreprise, l'impact de la formation sur l'économie française. On a l'obligation, le devoir et la conviction de former nos collaborateurs. Il faut que ça soit vraiment clé. Ça, je l'entends bien, mais vous récupérez quand même des gens qui ont fait, pour certains, 10, 12 ans, 14 ans d'études en démarrant du CP, et vous dites, globalement, moi j'ai des gens qui ne sont pas au niveau. Enfin, non, mais excusez-moi. Mais, encore une vous fois, l'entendez partout, ça, non ? Il faut bien regarder. C'est dur, hein, c'est très tabou. Non, mais il faut bien regarder qu'il y a deux niveaux en fait, de réponse. Il y a un premier niveau qui est qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens qui sont aujourd'hui sur le marché du travail ? Comment est-ce que les entreprises peuvent les accompagner, les former, dispenser des formations vraiment diplômantes et certifiantes ? Beaucoup d'entreprises souhaiteraient pouvoir le faire,
Mais aujourd'hui, il y a des freins et certaines de nos propositions visent justement à lever ces freins. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est de l'anticipation, et c'est d'aller chercher dès l'école primaire comment on peut faire en sorte d'éviter à l'avenir certains problèmes. Et clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un désinvestissement dans les mathématiques notamment, mais aussi dans certaines sciences. Proposition 2. En particulier pour les jeunes filles. Et donc là aussi, ce qu'on veut, c'est renforcer les enseignements qui sont indispensables dès l'école primaire, parce qu'il faut que l'enfant soit baigné dans ces notions ou dans ces pratiques pour pouvoir, par la suite, être le plus qualifié possible dans une économie française que nous souhaitons prospère pour longtemps. Et je suis certain que les vents sont bons. Toutes les entreprises se donnent beaucoup de mal pour former leurs collaborateurs. On veut faire autrement maintenant, on veut pouvoir aller un peu plus loin. Et encore avec des verrous qu'il faut faire sauter. Il y a trop de freins dans notre économie. Dans la proposition 3, il y a l'idée de labelliser, octroyer des avantages financiers aux entreprises investissant au moins 25% de plus que la moyenne nationale dans des formations certifiantes. Ça, c'est un des verrous. Tournons-nous vers les nouvelles organisations et qualité de vie au travail. Ça, c'est un sujet important. On l'a évoqué au début de l'émission. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, les candidats, sur cette nouvelle organisation ? Ils ont des idées sur ce sujet ? Est-ce que ces candidats ont intégré le télétravail ou l'open travail ? Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui président, qui souhaitent devenir président de la République ? Je vais passer dans une seconde peut-être juste le flambeau à Christophe Arrigan, parce que je pense qu'il y a vraiment un témoignage de chef d'entreprise à apporter sur comment est-ce que les collaborateurs perçoivent Open Travail. De mon côté, j'ai envie de retourner votre question. C'est-à-dire, je pense que le sujet, c'est pas comment est-ce que les candidats s'emparent d'eux et qu'est-ce qu'ils pensent d'eux, mais c'est qu'est-ce que les Français pensent et qu'est-ce qu'ils attendent. Et aujourd'hui, clairement, les Français, ils ont envie d'une grande souplesse. Ils ont envie que certaines choses qui aujourd'hui sont compliquées à faire soient plus faciles possible. Tout à l'heure, on parlait de la commission, et les chefs d'entreprise ont été nombreux à témoigner que dans leur secteur, en particulier les jeunes générations, veulent pouvoir concilier ce qui, pour la génération précédente, peut-être apparaît comme tout et son contraire. Vie privée, vie perso. Vie pro, vie privée. À la fois indépendant et à la fois salarié, par exemple. Des statuts. On parlait il y a 2 présidents pour cette commission, et donc Christian Schmitt de la Brélie qui dirige Clésia, et puis Sébastien Bazin qui dirige Accor. Et ce dernier nous parlait justement de ces employés qui voudraient, dans la restauration et l'hôtellerie, pouvoir travailler pour 3 employeurs dans la même semaine. Parce que ce qui les arrangerait, c'est ceci ou cela, combiner différents... Mais c'est quoi ? C'est une dérégulation du travail, même si l'entreprise reste un pilier. Les statuts qui vont accueillir les collaborateurs doivent être très variés. Parce que quel est votre... Je pense que Christophe sera d'accord pour dire que là, il ne s'agit pas de déréguler, il s'agit de simplifier. Et simplifier, ce n'est pas forcément déréguler. Vous en pensez quoi ? Comment vous voyez les choses ? Parce qu'il y a les indépendants, il y a ces jeunes qui vous disent, génération Z, millénium, on les appelle comme on veut, qui vous disent, moi je préférerais faire que du télétravail mais être un peu dans l'entreprise, d'autres qui veulent rester indépendants, d'autres qui veulent un CDI. Comment vous faites ? Il faut penser que la simplification, c'est parfois de la sécurité. Et l'ultra-réglementation, parfois, c'est de l'insécurité. C'est ce que développe Gaspard Koenig, par ailleurs, qui souhaite simplifier. Oui, c'est son action. C'est son action, c'est son cœur de... Aujourd'hui, un salarié qui veut être salarié, mais qui aimerait, par exemple, 20% de son temps à avoir son temps consacré à une autre activité, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de passerelle entre les socles, on ne lui permet pas. Et là, je ne suis même pas sur une aspiration d'un chef d'entreprise. Non, c'est le salarié, là. C'est une aspiration d'un salarié. Et aujourd'hui, la société ne permet pas de répondre à ces aspirations. C'est le code du travail, même, tout simplement. Et on voit, on l'a mesuré, on l'observe, de plus en plus de salariés recherchent du sens. Aimeraient s'investir dans une activité d'entreprise et à côté avoir des activités sur le bien-être de la société. Et quand on regarde, et ça fait partie de la proposition 5 notamment, permettre à ces salariés d'avoir du temps consacré à des actions de mécénat, tout à fait. C'est très compliqué pour toutes les entreprises. Mécénat de compétences, on donne du temps. Vous le développez chez vous, dans votre structure ? À la Mutuelle Générale, on a créé une fondation d'entreprise. Mais comme nous ne faisons pas 5000 salariés, nous sommes à 1600, c'est compliqué. C'est ça. Voilà. Là, on en revient encore aux normes. Exactement. Et donc, à l'idée que vous pourriez faire la même chose avec 1600. Enfin, exactement. Sauf que, effectivement, c'est 5000. Je vais donner un exemple, un témoignage qui m'a été donné par une autre entreprise adhérente de l'Institut qui me dit je suis sous le seuil des 5000.
Donc je suis obligé de créer une structure exactement comme Christophe Farigan a dû faire, créer une fondation, c'est-à-dire une structure qui va avoir ses propres employés qui sont capables de travailler sur des sujets d'intérêt général avec un financement qui est par ailleurs lié au business général de l'entreprise, plutôt que d'avoir la capacité à proposer à certains collaborateurs dans l'entreprise d'investir leurs compétences sur une problématique d'intérêt général, c'est du normatif, sans quitter l'entreprise. C'est ça, bien sûr. Et donc ça propose une expérience positive pour les gens qui sont bénéficiaires du mécénat de compétences. Ça peut être une association, ça peut être une cause nationale, etc. Mais ça propose aussi une expérience d'oxygénation et qui renforce l'employabilité pour les collaborateurs qui sont détachés. C'est aussi une expérience à la rencontre d'un nouveau public. J'aimerais quand même qu'on s'arrête 2 secondes sur le télétravail, parce qu'on en parle beaucoup sur ce plateau. Proposition 4, et là c'est Marie-Christine Lombard, qui est la présidente du directoire de Géodis, qui s'exprime. C'est très intéressant. Le télétravail, s'il présente un intérêt certain, porte également un risque collectif pour l'emploi, celui de la délocalisation. Et elle enchaîne, il faut renforcer l'employabilité des Français. C'est donc un enjeu de compétitivité pour notre pays et nos entreprises. Sur la première partie, c'est le risque de délocalisation. Ça, c'est intéressant parce que ça avait été évoqué au tout début du télétravail. Il y avait des chercheurs, des économistes qui avaient dit attention. C'est une inquiétude, vous l'apportez, vous alertez les candidats sur c'est bien le télétravail, mais vigilance. Je peux peut-être donner un premier élément et puis... Oui, et puis après, bien sûr, après Christophe Farigan pourra compléter. Et puis peut-être dire aussi parce que là, il y a de l'inquiétude dans cette phrase. Le télétravail, c'est un sujet qui touche pas mal le métier de l'assurance en plus, donc je pense qu'il y a un enjeu particulier sectoriel là, mais en l'occurrence, c'est vrai que historiquement, on a vu certains jobs comme délocalisables. On pouvait les rapprocher des matières premières, on pouvait les rapprocher d'un environnement dans lequel finalement produire est moins onéreux, parce que ça correspond aussi à une attente des pays industrialisés de consommer moins cher. Bon. On a découvert récemment que c'était possible de dématérialiser, de traiter à distance tout un ensemble de processus à forte valeur ajoutée intellectuelle qui, jusqu'à maintenant, étaient considérés comme difficiles à délocaliser. Donc la démonstration est faite que c'est possible. Maintenant, entre le fait de dématérialiser certains processus et de les mettre à distance ou de les répartir entre différents emplacements, et le fait d'avoir la volonté de le faire, il y a une énorme différence. Non, en tout cas, je pense que la plupart des entreprises ont envie de garder des équipes qui sont des équipes... mais il y a ce risque, il est là, puisqu'il est évoqué la possibilité dans... existe, mais il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes et les entreprises n'ont pas envie de faire ça. Christophe Farigan, le serviciel, l'assurance, les mutuelles, ce sont évidemment la possibilité de travailler à distance. Cette question des risques de délocalisation évoque Marie-Christine Lombard. Je vais vous répondre en 2 temps. Le premier, c'est que dites-vous à tous les Français qui, eux, demandent pour leur équilibre vie privée, vie professionnelle du télétravail? Vous leur dites non au motif que nous avons peur que demain, ça soit quelqu'un étranger qui prenne votre travail. Évidemment. Donc on leur dit, vous ne pouvez pas bénéficier d'une amélioration de votre qualité de vie. Premier élément de ma réponse. Deuxième élément, une entreprise, c'est du lien entre les femmes et les hommes. Il faut les réunir. Il faut les faire travailler ensemble. Le télétravail est une composante du travail, mais ce n'est pas le travail à distance, l'exclusivité. Donc il faut travailler cette cohésion. Et ce que je vous disais, dans l'accord Open Travail que nous avons mis en place, nous n'avons pas organisé le télétravail. Nous avons organisé les moments où on était ensemble au travail. Les moments de cohésion qui travaillent la solidarité et le sentiment d'appartenance. Tout ce qui est l'imagination collective a besoin de cette présence. Donc il faut un petit peu équilibrer les deux. Si vous avez des salariés que vous délocalisez, enfin des travaux que vous délocalisez à l'autre bout de la planète, je ne sais pas quel sera le résultat après. Mais ce qui ressort quand même dans toutes les autres propositions, je garde le climat pour la fin. Juste pour revenir sur ce sujet, les citoyens qu'on a rencontrés dans les 14... Oui, pour leur soumettre tout. Où on a été, ne nous ont jamais dit le télétravail nous effraie parce qu'on pense qu'on va délocaliser nos jobs. Ils ne disent pas ça du tout. Ce que disent les Français, c'est on a envie de continuer à se former et à se qualifier. On a une inquiétude pour être employable, pour le prochain job, mais aussi parce que plus on est formé, plus on est qualifié, et ben moins on est délocalisé, tout bêtement. Donc il y a une envie, en fait d'avancer. Les entreprises ont cette envie-là aussi, et c'est pour ça que nous avons porté ces propositions qui sont destinées en fait à donner le maximum d'atouts
non seulement aux entreprises françaises, mais aussi à la société française dans son ensemble. Il y a l'association, meilleure association des salariés à la réussite économique de l'entreprise. En quelques mots, ça c'est important parce que c'est une idée qui est portée aussi par des ambassadeurs de l'intéressement, de la participation pour faire en sorte qu'on reste engagé dans l'entreprise. Ça passe aussi, et ça ce sont vos propositions, par des plans d'épargne entreprise, qu'on démultiplie ces sujets. En un mot, c'est ça l'idée, c'est qu'il faut que ça ruisselle, il faut que les collaborateurs qui s'engagent puissent aussi profiter, entre guillemets, de la réussite de l'entreprise. C'est ça l'idée. En fait, gagnant-gagnant. Là aussi, on avait, nous... voilà un très bon exemple d'ailleurs de comment les ateliers citoyens, les rencontres avec les chefs d'entreprise ont pu faire évoluer les propos au départ des commissions. Ils partent d'où et ils vont jusqu'où alors ça? On est arrivé sur ce sujet, face aux Français, avec une vision un peu plus large en fait, de la question de la redistribution de l'entreprise, au fond. Et on avait appelé ça partage de la valeur. On a appris deux choses. La première, c'est que les Français, et ça c'était unanime, partout, dans tous les ateliers citoyens, nous ont dit, mais en fait, partage de la valeur, ça ne veut rien dire pour nous. Parce que c'est un peu techno, quoi. Les entreprises communiquent depuis 20 ans sur les valeurs de l'entreprise. Donc d'abord, on le comprend comme ça. C'est un peu les valeurs humaines de l'entreprise. Donc si vous voulez parler d'argent, on parle d'argent. Il vaut mieux parler de comment on redistribue les richesses économiques produites par l'entreprise. Et intéressons-nous à ça, justement. C'est qu'est-ce qui se passe après le résultat. Et ça, vous le traitez largement. Comment est-ce qu'on partage la réussite économique de l'entreprise? Comment est-ce qu'on peut être associé à la reprise économique et à la croissance? Alors là, il y a des outils, on n'a pas le temps, il nous reste trop peu de temps, mais il y a beaucoup d'outils. Mais l'idée, c'est que ces outils soient utilisés, et notamment par les PME, pas que par les grandes entreprises ou les ETI performantes. Avant de nous quitter, là, il y a un volet, c'est la fin d'ailleurs, c'est la transition énergétique et climatique. Là, c'est pareil, c'est venu des citoyens. Les citoyens ont apporté une contribution où j'ai le sentiment que le niveau de maturité des entreprises est très haut sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là aussi, je pense que vous avez raison. Je pense que les entreprises sont très avancées en fait et très volontaires. Une de nos remarques là, dans les ateliers citoyens, ça a été vraiment marquant. Les gens attendent que l'État soit exemplaire aussi. Il y a quelqu'un qui nous a dit moi, je fais des efforts pour manger bio et je vais dans des magasins pour acheter bio, etc. Je trie mes déchets, mais il paraît que l'État lui-même n'applique pas de critères dans ses appels d'offres pour la commande publique. L'État n'est pas toujours le meilleur élève quand il ne montre pas toujours l'exemple. Disons que nous, on veut pas on veut mettre plutôt dans une posture partenariale, mais on dit à l'État, on est prêt, donc allez-y. Un dernier mot de conclusion avant de nous quitter sur ces questions environnementales. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a, je le redis, et au risque de me répéter, il y a une maturité des entreprises. Elles prennent de l'avance. Elles anticipent. Pour une fois, le cadre de régulation nous contraint aussi à aller dans ce sens. Mais l'intérêt, et ce qu'on peut observer, c'est que les entreprises ont pris le sujet et désormais sont un petit peu en avance sur ce cadre. Mais ce sujet répond quand même à une attente des Français. Et donc ça, évidemment, on en revient à votre méthodologie. Je vous invite vraiment à lire ces 15 propositions parce qu'on en a détaillé quelques-unes, mais elles sont d'une très grande richesse à analyser sur la place de l'entreprise, la place des salariés, leur statut. On n'a pas eu le temps de parler de la régulation ou dérégulation du temps de travail. L'idée aussi qu'on puisse aménager, dans une des propositions, c'est aussi la question du temps consacré à son travail. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Eh bien, merci de nous avoir invités. Merci à vous, Paul Alibert, directeur général de l'Institut de l'entreprise. Vous avez participé à ce grand tour de France et à l'élaboration de ces 15 propositions. Et puis, je remercie Christophe Harrigan d'être venu nous rendre visite. Vous êtes le directeur général du groupe La Mutuelle Générale. Et vous étiez membre de cette commission. Vous nous en avez largement parlé. Vous dites plus open, vous n'êtes plus télétravail, mais open travail. Non. C'est peut-être vous qui allez gagner le bras de fer sur le vocabulaire. C'est peut-être votre mot qui va rester. Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air de prendre auprès des collaborateurs. Ils sont en open travail. Ils ne sont plus en télétravail. C'est ça qu'ils disent chez vous, en fait. Exactement. Tu fais quoi ? Je suis en open travail. Merci à vous, messieurs. Et allez donc jeter un œil sur le site de l'Institut de l'entreprise pour aller détailler ces 15 propositions. On termine par un sujet, d'ailleurs, qui finalement est un peu aussi le fil rouge, la question de l'humain dans l'entreprise et de l'inclusion. C'est un autre sujet important, la place des personnes handicapées au sein des entreprises. Et on en parle tout de suite avec notre invité, c'est dans Fenêtre sur l'emploi.
Fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup d'inclusion dans Smart Job. On en reparle aujourd'hui dans Fenêtre sur l'emploi avec Christian Grappin. Bonjour Christian, vous êtes directeur de Tremplin Handicap, association loi 1901, dont l'objectif est d'impliquer les grandes, moyennes, petites entreprises, mais aussi, on va le voir, les écoles, toutes les écoles de commerce, les universités, à parler autrement finalement de l'inclusion ou à mobiliser ces jeunes autour de l'inclusion. D'abord, quelques mots sur Tremplin Handicap. Vous fêtez vos 30 ans. Oui. 30 ans. Tremplin a été créé en 1992, donc nous fêtons cette année nos 30 ans. Alors, double anniversaire, on n'a pas les gâteaux, mais par ailleurs, Tous en scène, et vous allez nous en parler, lui fête ses 10 ans. Et vous l'aviez créé pour les 20 ans de Tremplin Handicap. Et vous aviez eu cette idée. C'était quoi l'idée à l'origine de Tous en scène? Comment c'est né? Simplement d'une idée qui était de porter auprès du plus grand nombre cette question importante de l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans notre société, en commençant d'abord par le parcours de formation. Et donc, j'ai voulu interpeller les établissements de formation supérieure. Pour les interpeller, je me suis dit, le plus intéressant, c'est d'interpeller leurs étudiantes et leurs étudiants et de leur proposer un truc sympa, faire un concours vidéo sur le sujet du handicap. Voilà comment est né Tous en scène. D'accord. Combien d'écoles sont impliquées là, depuis ce début d'aventure il y a 10 ans? Alors aujourd'hui, c'est plus de 450, près de 500 écoles de tout type en plus, des universités, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des CFA, c'est important, des lycées pour la partie BTS, et puis des écoles un peu spécialisées. Pas plus tard que tout à l'heure, un étudiant du cours Florent nous a interpellés en disant « mais comment je peux participer à tout ça ?» Théâtre, cinéma. Oui. Donc c'est-à-dire que lui, il jouerait une scène, j'imagine, dans Tous en scène pour apporter sa contribution. C'est quoi? C'est une manière aussi subtile de parler du handicap, de le regarder autrement, de permettre aux personnes handicapées de prendre leur place. Parce que le fond de votre combat, quand même, c'est de donner une place à ces femmes et hommes handicapés ou en situation de handicap et qu'ils trouvent leur place dans l'entreprise. Et objectivement, ça reste encore très compliqué. Ça reste encore très compliqué. Je vous rappelle que la loi de 1987, donc 87, ça fait quoi? Ça fait 35 ans. Oui, ça fait plus de 30 ans. Ça fait 35 ans. Donner une obligation d'emploi de 6%. On en est où aujourd'hui en France? 3,5%. Alors ça a progressé, mais on n'est pas aux 6%. Vous vous rendez compte, 35 ans pour arriver à 3,5% par rapport à un objectif de 6%. Il y a quand même encore du travail à faire. Parce que vous, évidemment, il y a cette mobilisation de Tous en scène pour permettre à la nouvelle génération de comprendre ce qu'est le handicap, de vivre avec, de partager aussi avec les personnes handicapées. Mais la réalité plus corporate, c'est que l'entreprise, elle a du mal. Certaines font de gros efforts, d'autres ne jouent pas le jeu. Pourquoi ça ne marche pas si bien que cela? Alors, d'abord, il y a un premier obstacle, qui est l'obstacle du diplôme. On s'aperçoit que de plus en plus, les entreprises recrutent à des hauts niveaux de diplôme. Je ne vous parlerai pas de la massification scolaire, ce qui fait que de plus en plus de jeunes sont en Bac plus 4, Bac plus 5. Aujourd'hui, il y a des doubles diplômes, des triples diplômes. Sauf pour les jeunes handicapés. Eh bien, justement. Ben oui. Sauf pour les jeunes Ils ont du mal à aller jusqu'au bac. Qui ont du mal à aller jusqu'au bac, qui ont énormément de mal à accéder aux études supérieures et qui ont beaucoup de mal à accéder à des niveaux Bac plus 4, Bac plus 5. Aujourd'hui, en France, rapport éducation de l'enseignement supérieur, 7000 étudiantes et étudiants en situation de handicap sont inscrites et inscrits, 7000, en Bac plus 4, Bac plus 5 en France. C'est dérisoire. Comment voulez-vous qu'ils luttent contre les plus de 500 000 jeunes qui sont en Bac plus 4, Bac plus 5 ? On n'arrive pas à comprendre, ça c'est intéressant d'avoir l'expert que vous êtes, vous avez une vue, je dirais, panoramique sur ce sujet. C'est les étudiants qui se censurent, handicapés, ou c'est les structures, je dirais les cadres, les murs, le bâti qui fait qu'on n'arrive pas à les accueillir parce que ce n'est pas adapté pour les personnes handicapées. C'est quoi le problème ? Alors, il y a beaucoup d'autocensure encore aujourd'hui. Je n'y vais pas parce que je n'y ai pas ma place. Je n'y vais pas parce que je pense que c'est pas possible, je pense que c'est pas pour moi. Il y a aussi les familles qui ne veulent pas forcément mettre leur enfant, du moins pense-t-il, en danger en disant mais pourquoi je vais l'encourager alors que c'est l'échec ? Tu te mets en danger, peut-être que tu seras mal accueilli aussi, il y a cette peur. Exactement, il y a ça.
Et puis, il y a aussi un manque d'information sur les possibilités aujourd'hui qui existent, parce qu'il faut quand même le dire, d'accueil des établissements d'enseignement supérieur. Il n'y a pas que l'accessibilité, je dirais, du bâtiment. Ouais, il n'y a pas que le côté fauteuil, mais il y a aussi, est-ce que les connaissances, est-ce que je suis malvoyant, je suis malentendant, est-ce que quand un professeur va parler, est-ce que quand il va me présenter un PowerPoint, est-ce que je vais avoir accès à l'information ? Non. Est-ce que dans les examens, c'est adapté ? Est-ce qu'il y a des outils qui vont faciliter la compréhension ? Là, ça n'existe pas. Comment on fait d'ailleurs très concrètement ? Parce que là, vous fréquentez les écoles, les universités, vous voyez donc tous les présidents et directeurs. Un étudiant malentendant, est-ce qu'ils peuvent se doter d'une personne qui traduit le cours ? Non, ça ne se fait pas, ça. Alors, si, il y a des aides, il y a des traducteurs, mais ça coûte cher. Et il n'y a pas toujours les moyens qui sont mobilisés pour qu'un étudiant puisse tout au long de l'année disposer d'un interprète, d'un traducteur, d'un liseur de notes, etc. Il y a des efforts qui ont été faits, mais là aussi, les efforts vis-à-vis de la formation et entre autres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale n'ont été, je dirais, sanctuarisés qu'en 2005. C'est-à-dire que le législateur a attendu 2005 pour dire ah oui, c'est vrai, il faudrait la aussi... loi de Marianne Monchamp. C'est la loi Monchamp. C'est la fameuse loi Monchamp. Qui est arrivée en 2005. Parce que on pense, et je comprends le législateur, on pense emploi, mais on ne pense pas assez formation avant l'emploi. Et vos deux interlocuteurs de tout à l'heure, c'était très intéressant. Ils ont parlé de la formation. C'est exact, la formation et la notion d'employabilité. Il y a un autre sujet, parce que vous évoquez l'idée que ces jeunes en situation de handicap accèdent finalement difficilement, voire peu, au bac. Et puis il y a le débat même de la petite enfance, puisqu'on l'a vu pendant la campagne présidentielle, il y a eu cette polémique sur a-t-on assez finalement de personnel pour encadrer ces jeunes en primaire, au collège, à la maternelle ? Et on s'est aperçu en fait qu'on manquait aussi de personnel. Là aussi, l'État est défaillant sur ce sujet. Alors, je connais moins le système primaire, l'école primaire. Je connais plus le secondaire, collège et lycée et l'enseignement supérieur. Mais c'est vrai qu'on constate aujourd'hui encore des manques d'AVS, d'assistantes de vie scolaire ou d'assistantes accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Alors certes, il y a quand même un point qu'il faut soulever, et que je tiens à soulever, c'est que depuis 2005, il y a une grande hausse des jeunes en situation de handicap en primaire, en secondaire et aussi dans les études supérieures. Mais donc ça progresse. Oui, on aurait tort, et ce serait malhonnête, de dire que ça ne progresse pas. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et de familles qui sont démunies, qui sont en situation de ne pas savoir où mettre leur fille, leur fils, parce qu'il n'y a pas d'établissement qui les accueille. Oui, et en plus... Parce que vous parlez des familles, on s'aperçoit souvent que là où il n'y a pas d'inégalité, le handicap en crée. Et là où il y en a, inégalité économique, vous parlez des familles, territoriales, de genre, etc., le handicap ne fait que les amplifier. Évidemment. Parce qu'il y a des telles démarches, il y a des familles qui n'arrivent pas aujourd'hui à faire les démarches. Évidemment, la difficulté aussi administrative par une forme de bureaucratie très très complexe. Un dossier MDPH, il faut s'y retrouver. C'est exactement. On en revient au débat sur la bureaucratie d'ailleurs. Merci Christian Grappin d'être venu nous rendre visite. Avec plaisir. Les 30 ans de Tremplin Handicap, les 10 ans de Tous en scène, allez sur le site, il y a plein de vidéos où les étudiants se mettent en scène justement et nous font partager leur regard sur le handicap. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Notre émission est terminée. Merci de votre fidélité évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse et à Alice Pitavi pour la réalisation. Merci à notre ami Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Carla pour l'accueil invité. C'est terminé. Je serai là demain. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes de Bismarck. Bye bye.